Vous pourrez retrouver l'essentiel de ce que je vais dire dans le numéro d'économie et politique qui va sortir, hein, parce que bon. Et sur l'expérience de travail avec le nouveau Front populaire, je vous en parlerai un petit peu après. Là, je vais faire l'exposé tel que tel qu'il est prévu initialement. Donc, je vais commencer par ce que j'appelle moi deux mots de cadrage politico-technique, parce qu'il faut voilà, savoir un peu ce que c'est un budget, le budget d'un État, hein. Donc, le budget d'un État, c'est quoi, grosso modo, hein? Ça va être très, très rapide et assez sommaire, mais bon. Le budget d'un État, c'est l'ensemble des comptes qui, en fait, décrivent ou composent pour une année civile l'ensemble, je dirais, des ressources et des dépenses, certains appellent charges, de l'État, mais aussi des collectivités locales, hein, ou certains appellent territoriales, et aussi des établissements publics, par exemple l'EFS, Établissement français du sang, par exemple Météo. Euh, Ce budget est caractérisé par quatre grands principes. Le principe d'annualité, je viens d'en parler, hein, c'est l'autorisation. Annualité, c'est que l'autorisation budgétaire qui est donnée à l'exécutif, en fait, par le Parlement, vaut pour une année entière. Et cela pour cette année entière concernant les recettes comme les dépenses. Et en France, le calage se fait sur l'année civile. Grosso modo, c'est ça. Et ce principe, il évite une chose, hein, c'est que l'exécutif, au prétexte d'être passé une fois devant le Parlement, puisse ensuite, puisse ensuite à sa guise, je dirais, décider de demandes financières ou d'aller chercher de l'argent comme il veut, sans repasser devant, je dirais, la représentation nationale, ce qui n'est pas possible. Le deuxième principe, c'est le principe de spécialité. Donc, les dépenses, elles sont spécialisées. Il y a une nomenclature hein, qui existe pour cela. C'est la nomenclature budgétaire. Et donc, l'exécutif doit exécuter les crédits ouverts selon leur destination, hein, tels qu'elles résultent pardon, du vote du budget voté par le Parlement. Les nomenclatures, alors là, il y a des choses à préciser par rapport à ça, hein. Ces nomenclatures budgétaires, elles peuvent refléter deux logiques. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau, enfin, relativement ancien, mais nouveau, d'une certaine manière. Notamment depuis la loi organique relative aux finances, hein, aux lois de finances de 2001. Il y a une logique de moyens qui, en fait, ventile les crédits selon la nature des dépenses qui vont servir à couvrir, hein. Pour ceux qui sont dans la fonction publique, vous savez qu'il y a une obligation de moyens et non de résultats. C'est la même chose, la même idée. Et une logique de résultat, donc, qui est la ventilation des crédits selon les objectifs de politique publique auxquels, je dirais, ils vont concourir, auxquels ils sont destinés. Alors, de ce fait, les budgets des collectivités locales restent, je dirais, adoptés selon une logique de moyens. Par contre, depuis justement la loi organique de 2001, le budget de l'État adopte une budgétisation qui est programmée selon l'expression de résultats prévus, décidés, envisagés. Et ça, c'est directement aussi, c'est la LOLF, mais c'est directement la conséquence du pacte de stabilité et notamment du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, hein, le TSCG comme on appelle. L'autre principe, c'est le principe d'universalité. Les recettes doivent correspondre aux dépenses et vice-versa. Cependant, il n'est pas forcément établi, d'une part, de relation étroite entre certaines recettes et certaines dépenses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un fléchage hein, entre recettes et dépenses. Et s'agissant du budget de l'État, le gouvernement peut décider d'engager des dépenses supérieures aux recettes, ce qui va générer le déficit et les larmes qui coulent à flot depuis quelque temps.
Par contre, il n'en est pas de même pour les collectivités locales. On peut en parler parce qu'elles sont quand même un peu, je dirais, dans le cœur du cyclone, qui, elles, doivent voter, et aussi toujours d'après la LOLF, hein, doivent voter et exécuter un budget à l'équilibre, ce qu'ils appellent l'équilibre réel. En fait, les deux sections, c'est-à-dire la section d'investissement et la section de fonctionnement, doivent être votées chacune à l'équilibre, chacune donc avec des dépenses et des recettes. Et par exemple, ce qui fait pour les collectivités locales, le remboursement en capital des annuités d'emprunt qui sont à échoir au cours d'un exercice doit être exclusivement couvert par les recettes propres, provenant notamment de la section d'investissement, mais aussi avec des prélèvements complémentaires sur le fonctionnement. Et là, vous commencez à comprendre les déséquilibres et je dirais la tendance qui a eu lieu ces dernières années dans les collectivités locales, je dirais, à rogner sur le fonctionnement pour pouvoir faire de l'investissement. Il faut savoir que le remboursement de la charge financière, c'est-à-dire les intérêts de la dette des collectivités locales, il est prélevé sur le fonctionnement, hein. L'autre, c'est sur l'investissement, ce que je viens de dire. Et ressort de tout ça, en fait, ce qu'ils appellent les collectivités locales, pardon, l'épargne brute, c'est-à-dire ce qu'ils appellent aussi la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire c'est la différence entre les recettes et les charges de fonctionnement. Et cela, en plus, dans les collectivités locales, cela conditionne pour beaucoup l'attribution des prêts par les banques. C'est ce ratio-là que les banques examinent en priorité pour accorder des prêts aux collectivités locales. Et donc, vous comprendrez là encore euh, l'enjeu qu'il y a pour les collectivités locales, donc à, à faire un bénéfice en fait sur le fonctionnement, c'est ça la réalité. Et donc, ça veut dire rogner les dépenses de fonctionnement. Bref. Le dernier principe, c'est un principe d'unité, hein. C'est-à-dire principe d'unité, tous les éléments qui participent, je dirais, à construire le budget, hein, tous les éléments, toutes les informations, tout ça sont regroupés, doivent être regroupés dans un document unique qui soit, je dirais, lisible, clair et transparent. Ce qui n'empêche pas, malgré tout, et ça c'est une petite dérogation, je dirais, l'existence de budgets annexes, hein, mais qui, en fait, maintenant, c'est accepté par tout le monde. Bon, il y a des nouveaux principes qui sont dans l'air, mais depuis justement l'Europe, là, et c'est apparu, et c'est le principe de sincérité et celui, je dirais, d'équilibre, puisque le grand espoir de tout le monde, c'est que les budgets, y compris des États, soient à l'équilibre à chaque fin d'année. Voilà. Bon, donc on va maintenant, on va passer au cas pratique, hein, c'est-à-dire sur le projet de budget 2025. Bon, il y aura trois petites parties, hein. Le premier, c'est euh, le contexte dans lequel ce budget est établi et donc le chantage de la dette, d'une certaine manière. La deuxième partie, c'est le projet Barnier. Qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il comporte? Et la troisième partie, c'est qu'est-ce qu'on propose par rapport à cela. Et la quatrième, je vous dirai tant comme petit mot sur ce qui s'est passé au niveau du nouveau Front populaire. Donc, on l'a vu, hein, Macron, alors il y avait diverses raisons. Macron a longuement attendu pour nommer, je dirais, un nouveau gouvernement et un nouveau Premier ministre. Mais une des raisons qui était au cœur de ça, c'était, je dirais, la question du budget 2025. Euh, il avait obligation, je dirais, de se ranger à la logique budgétaire dans laquelle il s'était inscrit et qui correspond, je dirais, aux engagements passés avec l'Europe. Et donc, pour cela, il fallait trouver, je dirais, un Premier ministre et un gouvernement qui acceptent de se ranger, je dirais, dans ce cas de figure-là. Et donc, à bout d'un moment, ils ont trouvé Barnier. Et Barnier, c'est en fait l'homme idoine à la fois. Alors, même si aujourd'hui, hein, dans les médias, on nous dit qu'il y a des oppositions, tatati tatata, bref, il y en a certainement un peu. Mais bon, mais ce n'est pas le principal. Et en tout cas, Barnier, c'est l'homme idoine pour le MEDEF, pour le camp Macron et pour l'Union européenne, hein, pour Bruxelles. Donc,
S'agissant du chantage de la dette, là, premier travail et la première expression, je dirais, qu'a eu Barnier, ça a été, je dirais, immédiatement de braquer les feux, hein, de mettre l'actualité sur la question du déficit et la question de la dette. Alors, déficit, certes, qui était prévu l'année dernière à 5,5% et qui cette année, qui en fait, pardon, va ressortir à 6,1%. Dette qui va dépasser les 3 200 milliards d'euros, qui va donc être certainement supérieure, bon, c'est 112% du PIB, mais peut-être un peu supérieure. Mais il faut remarquer par ailleurs qu'il y a d'autres pays où la dette est beaucoup plus importante, comme les États-Unis, 125% du PIB, comme le Japon, 252%. Bref. Mais en fait, l'affichage donc de la question de la dette et du déficit, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour le gouvernement pour annoncer une austérité renforcée, en fait. Et une austérité renforcée qui risque d'être un remède pire que le mal, hein, et en tout cas qui risque même de tuer le malade. Parce que derrière tout ça, la vérité, c'est que il y a aujourd'hui une nouvelle relation entre l'État et le capital. En tout cas, le capital pousse à cela. Et la vérité, c'est que dans cette vision-là, je dirais, le capital, lui, il veut effectivement, il a intérêt et il pousse à une baisse des dépenses pour pouvoir, pour son propre compte, capter de plus en plus d'argent de l'État. En fait, c'est ça. Or, en réalité, hein, c'est l'inverse qu'il faut faire. Et c'est surtout l'inverse qu'il faut faire parce qu'il y a, je dirais, d'énormes besoins de développement du pays. Et c'est de cette manière, hein, qu'on pourra rentrer, je dirais, en tout cas qu'on pourra offrir une alternative réelle à la situation actuelle et qu'on pourra rentrer, je dirais, dans une trajectoire qui sera durable, je dirais, de redressement du pays et un petit peu, je dirais, comme ça s'est fait après-guerre, alors qu'après-guerre, je ne vous dis pas l'état des finances de la France, hein. Bref, et ce qui n'a pas empêché de faire, je dirais, appel au financement des investissements considérables. Bref. On nous dit aussi, et ben, s'il y a une part de vérité, hein, que c'est l'Europe qui nous oblige à tout ça. C'est vrai d'une certaine manière, mais l'Europe nous donne du temps, je dirais, pour se remettre d'aplomb, entre guillemets. Elle fixe une trajectoire qui est sur 7 ans. Cela dit, moi je dirais surtout que ça laisse du temps, 7 ans, ça laisse du temps, pour faire prévaloir et mettre en avant d'autres critères que ceux, justement, que l'Europe avance aujourd'hui, qui sont issus des traités de Maastricht et de Lisbonne, pardon, qui sont transcrits dans le nouveau pacte budgétaire et qui, quand même, je dirais, cherchent à imposer que le déficit ne dépasse pas 3% et que la dette des États ne soit pas supérieure à 60% du PIB. Ce qui, à mon avis, est quelque chose qui est très, très contraignant. Et d'ailleurs, entre parenthèses, vous savez que l'Allemagne est en situation très difficile, est en récession. Bon, il y a plusieurs causes à ça, des causes économiques, mais une des causes, c'est le fait quand même que l'Allemagne s'est fixé en matière de déficit des objectifs terriblement bas. Je crois, il me semble avoir lu cela, que c'était autour de 0,35%. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont plus de capacité, je dirais, d'utiliser de l'argent pour développer le pays en réel. Parce que le seul argent qu'ils peuvent utiliser, en plus, c'est pour aller, grosso modo, à des investissements qui sont d'ordre matériel et donc pour le capital, mais absolument pas pour l'humain, pour développer l'humain, ce qui les met en grande difficulté. Bon. Et ce qu'il faut, à mon avis, bien intégrer, c'est qu'un État ne disposera jamais, même s'il a des rentrées fiscales très importantes, plus importantes qu'aujourd'hui, hein, mais un État ne disposera jamais, le jour J ou tenté, je dirais,
des sommes d'argent nécessaires pour pouvoir assurer son développement, qu'il soit social, qu'il soit surtout en de nombreux domaines, il y a besoin d'argent en permanence. Et donc, il est obligé, je dirais, d'avoir des dépenses qui sont supérieures à des dépenses au jour le jour, qui sont supérieures aux recettes qu'il a au jour le jour. C'est évident. Et donc, je dirais d'une certaine manière de créer du déficit parce que la chaîne, elle ne s'arrête pas le 31 décembre, voilà, ou le 1er janvier. Donc, il est obligé de recourir à l'emprunt. Mais l'essentiel là-dedans, c'est que ce recours à emprunt, les sommes qui sont empruntées, hein, aillent à des investissements qui soient efficaces, c'est-à-dire socialement, écologiquement, et qui génèrent en retour une croissance saine du produit intérieur brut, du PIB. Et c'est bien, je dirais, à ce niveau-là aujourd'hui que le bas blesse, et que le bas a blessé depuis un certain temps. En réalité, on peut déceler quatre causes importantes, je dirais majeures, qui sont à l'origine de la montée de la dette actuelle. Il y a, je dirais, les choix que Macron a faits depuis qu'il est président de la République, hein, qui se sont traduits par quand même une baisse des rentrées fiscales de 62 milliards d'euros. Mais en réel, c'est beaucoup. 62 milliards d'euros, c'est sur une année, hein. Mais en réel, en cumulé, c'est beaucoup plus. Par exemple, si on regarde le CICE en cumulé, c'est plus de 100 milliards d'euros aujourd'hui. Plus de 100 milliards d'euros. Et en même temps, sous Macron, il a baissé les impôts des riches et des entreprises et sur le capital, mais en même temps, il ne s'est pas gêné pour distribuer. Et il a distribué beaucoup. Il a distribué à peu près 200 milliards. Certains disent entre 170 et 200 milliards d'euros, hein, d'aide aux entreprises, mais ça, sans aucun contrôle et sans aucune contrepartie, soit sur un plan social, soit sur un plan écologique. En outre, je dirais, ces aides aux entreprises qui ont souvent été matérialisées par des exonérations de cotisations sociales ont été compensées, parce qu'il faut quand même bien financer la protection sociale, ont été compensées, je dirais, par de la TVA, par des rentrées de TVA. C'est entre 60 et 70 milliards de TVA qui ont été utilisés, je dirais, pour compenser les manques de rentrées de cotisations sociales du fait des dispositions prises par Macron. Et ces 60 ou 70 milliards, c'est autant d'argent qu'il manque ensuite, je dirais, dans les caisses de l'État, y compris pour assurer le propre fonctionnement de l'État. Il faut quand même voir que, si vous voulez, la TVA, je ne l'ai pas écrit, mais ça, je l'ai en tête, je vais le dire. La TVA, c'est à peu près 200 milliards, hein, allez, grosso modo. Il faut savoir aujourd'hui que son utilisation, c'est un vrai couteau suisse, hein, la TVA, c'est la CSG, c'est un peu pareil d'ailleurs. Mais l'utilisation de ce montant-là, soit pour compenser donc le financement de la protection sociale, soit pour compenser les suppressions d'impôts locaux auprès des régions et auprès d'autres, d'ailleurs, d'autres collectivités, eh bien, en fait, il ne reste à l'État sur ces 200 milliards que 90 milliards d'euros. Alors qu'il y a encore peu, l'État disposait de ces 190 ou 200 milliards. Aujourd'hui, il n'en dispose plus dans son budget. Il n'a plus que 90 milliards d'euros sur les rentrées de TVA. Entre parenthèses. Bon, bref. Donc, on voit l'impact que ça peut avoir sur le fonctionnement, notamment des services publics. En même temps, la troisième raison, c'est qu'il y a eu une hausse du montant de la charge de la dette, hein, c'est-à-dire des intérêts qui sont payés au marché financier et qui vont, par exemple, passer de 34 milliards d'euros en 2022 à 56 milliards cette année. Et qui, si ça continue comme ça, vont représenter plus de 70 milliards en 2027. Entre parenthèses. Ça, c'est la conséquence de l'augmentation des taux d'intérêt de la BCE et c'est aussi, je dirais, un petit peu le résultat quand même de l'inflation. Il y a aussi le dernier point, c'est, je dirais, alors l'avant-dernier, pardon, c'est l'utilisation de l'argent, que ce soit celui des entreprises, des banques et de l'État aussi, hein, pour le capital, en fait, pour aller à la rentabilité du capital, ce que je disais tout à l'heure, hein. Il a besoin de cet argent-là. Et ça s'est fait contre l'emploi, contre les salaires, contre la formation et contre, je dirais, les questions, contre l'écologie, en somme, hein.
Et en clair, ça s'est fait contre une croissance qui peut générer de nouveaux revenus et des revenus qui soient, je dirais, solides, assis, et qui, en même temps, ces revenus qui permettent d'élargir la base sur laquelle les prélèvements sociaux et fiscaux ont lieu. Or, aujourd'hui, c'est la restriction à tous les niveaux. Donc, voilà d'une certaine manière hein, pourquoi le déficit, eh ben, il caracole et puis la dette, je dirais, elle s'aggrave. Bon, bref. Quelle est la nature du projet Barnier maintenant? Alors, Barnier, ça peut donner l'impression qu'en fait, il veut changer de registre, en fait. Et il y a un petit peu de vrai d'ailleurs dans ça. Bref. Mais malgré tout, hein, plutôt que de rompre avec un modèle qui se déroule sous nos yeux depuis plus de 40 ans, depuis 1984 en réel, hein, et qui, entre parenthèses, a causé, on peut le constater simplement au niveau des résultats électoraux, a causé un certain dégât en matière politique, en matière sociale et en matière écologique. Et bien Barnier, lui, il continue. Malgré tout, il continue et il choisit l'austérité, encore plus d'austérité. Et donc, son objectif, c'est de réduire de 60 milliards d'euros, à peu près donc 2 points de PIB, le déficit. Et ça, il le fait de deux façons. Il baisse la dépense de 40 milliards d'euros et il va chercher pour 20 milliards d'euros de recettes. En fait, c'est 41 milliards avec 19 milliards. 41 milliards de baisse de la dépense et 19 milliards de recettes nouvelles. Alors, côté recettes, et ça, je vous dirai une anecdote du nouveau Front populaire après par rapport à ça. Côté recettes, il prévoit une contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises, sur les grosses sociétés, et il prévoit un gel de la baisse de la CVAE, d'une part. Il prévoit aussi une taxation sur, je dirais, les grandes fortunes hein, et sur les rachats d'actions, en fait, les plus-values, grosso modo. Hein. Bref. Et tout ça, quand même, c'est des mesures qui, bon, je pense qu'ils vont arriver à les mettre en œuvre, même si ça commence à brasser, hein, puisqu'on entend le MEDEF qui gesticule un petit peu en ce moment. Mais c'est vrai que ça risque d'être un peu juste. Côté dépenses, euh, une des choses qui est ciblée, c'est la protection sociale. 14 milliards d'euros sur le dos de la protection sociale, dont vous l'avez entendu certainement, hein, dans les 4 milliards au titre, je dirais, du report de l'augmentation des retraites de 6 mois. Il y a la baisse aussi, je dirais, de la prise en charge des prestations maladie, hein, des remboursements chez le médecin, qui vont faire automatiquement, je dirais, intervenir les mutuelles, et les mutuelles vont vraisemblablement devoir augmenter leur contribution, leur cotisation, pardon. Le budget de l'État, lui, il était bâti sur 492 milliards d'euros pour 2024. Il va être bâti sur la même somme en 2025. Donc, il ne tient pas compte de l'inflation. Et ça va impliquer, ça, une baisse, je dirais, automatique pour l'ensemble des ministères, à l'exception, par contre, du ministère des Armées et de l'Intérieur. Euh, le précédent gouvernement Attal, ils avaient déjà ciblé 15 milliards, c'est 20 à 21 milliards, hein, ça va, d'économie de la dépense, ça va représenter. Attal, il avait déjà fléché 15 milliards d'euros sur les ministères, et là, ils en rajoutent 5 ou 6 supplémentaires. Bref. Et avec notamment la traduction qu'il va y avoir sur les services publics et sur les effectifs des services publics. Ils annoncent donc des restructurations de services publics et des fusions entre services. Moi, dans ma carrière, j'ai vécu une grande fusion qui était celle des impôts et du trésor. On a vu ce que ça a donné en termes d'emploi, en termes d'efficacité et en termes d'emploi. En termes d'emploi, ça a été efficace, puis il y a 30 000 emplois qui ont disparu d'un coup. Bon, bref, enfin en plusieurs séquences, mais quand même, voilà. Mais là, par exemple, on sait que déjà qu'il y a 3100 suppressions d'emplois qui sont prévues, d'enseignants qui sont du premier degré qui sont prévues. Donc, c'est déjà Ah oui, ça. pas tout à fait rien. Ensuite, les opérateurs de l'État hein, eh ben, vont aussi devoir freiner leurs dépenses. Hein. Les opérateurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce que je disais tout à l'heure. Alors, s'ajouterait, je dirais à cela,
ce qu'ils appellent la baisse des dépenses fiscales, parce qu'effectivement, Barnier, s'il va chercher un petit peu des impôts supplémentaires chez les riches, bah, il y a des exonérations d'impôts dont ils ne vont plus bénéficier. Donc, c'était de la dépense fiscale, hein, ça. Et donc, ça va faire, je dirais, ça va ramener un petit peu du beurre dans les épinards. Et puis, ils vont, je dirais, pratiquer les vieilles méthodes mais qui fonctionnent pas mal. C'est-à-dire qu'ils vont reporter des engagements. Il y aura des engagements de crédit, mais qui ne seront pas honorés au cours de l'année. Voilà. Et ça se fait. Moi, j'étais élu dans une commune, donc je sais comment on fait ça. Et eux, je pense, Barnier, il est rompu à cet exercice-là. Et ça peut faire toujours un petit peu plus, je dirais, d'argent. Bref. Il y a aussi, alors j'en ai parlé tout à l'heure dans l'introduction, un peu longuement, mais les collectivités locales qui vont être mises à contribution assez rudement. Ces 5 milliards d'euros affichés, en fait, mais ces 5 milliards d'euros, ça va vraisemblablement, ça peut se transformer en 9 milliards d'euros. Parce que aux 5 milliards, il faudra ajouter les 1 milliard 500 000 qui étaient attribués au titre du plan vert et qui va être supprimé. Et il faut ajouter la non prise en compte de l'inflation. Donc, Ah, on arrive à peu près à 9 milliards, ah ouais. je dirais, sur le dos des collectivités locales. Attention, ça rigole pas. Bon, donc ce que l'on peut constater avec ça, c'est que la mise en œuvre de tels choix va signifier un enfoncement dans une logique très austéritaire et récessive, en fait, qui va porter un grave coup au service public, aux garanties sociales, à l'emploi, en tout cas à l'emploi de qualité, et qui, je dirais d'une certaine manière, ouvre tout droit pour la France la porte de la récession en 2025. Entre parenthèses, j'ai envoyé un papier à des camarades tout à l'heure, là, mais Anne-Laure Delatte, qui participe, qui est une des économistes du nouveau Front populaire, a sorti un papier dans comment ça s'appelle? Merde. Alternative économique, Alternative éco, pardon, où elle chiffre, elle, le résultat, je dirais, des économies de dépenses faites par le gouvernement Barnier qui serait de 0, qui serait de 0,6 points sur le PIB. Donc, si on enlève 0,6 à 1,1 d'aujourd'hui, ça va pas, il ne va pas rester lourd. Donc, c'est sûr que la porte de la récession, elle s'annonce tout droit. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir de là, il est plus qu'urgent, et depuis le temps que ça dure en plus, hein, il est plus qu'urgent de sortir du cercle vicieux dans lequel on est, hein. Alors, donc, c'est la troisième partie, là, c'est donc les nouvelles dépenses et les réformes qu'il faut engager. Comme l'a dit Frédéric dans un article qui est paru dans le dernier Recopo, le péril, ce n'est pas la finance, mais c'est la dette. C'est Pardon, l'inverse. c'est la dette. Je me semblais qu'il y avait un truc qui ne valait pas. Oui, le péril, c'est la finance, c'est pas la dette. En fait, aujourd'hui, on est en face de quoi? On est en face de services publics qui sont complètement ratatinés, hein, pour une grande partie, hein. En tout cas qui n'ont plus aucune efficacité. Ils existent encore parce que je dirais les portes sont ouvertes, mais le reste, il n'y a pas grand-chose. On constate aussi la fermeture énorme. D'ailleurs, les échos, ils en font le relais en alarmant un peu les PMI, les PME ferment à tour de bras. Euh, les pénuries, ça continue. Donc, il y a un problème. Et par rapport un tel contexte, il faudra encore réduire la voilure. C'est pas possible, ça. Et donc, réduire la voilure, ça veut dire couper des dépenses utiles, humaines et écologiques. Et il faudrait, d'une certaine manière, hein, pour cela, appliquer les recettes déflationnistes qui ont été utilisées dans les années 30, soit en France, soit en Allemagne. Et on sait où tout ça nous a mené, hein, à la fin. Donc, l'enjeu, c'est de relancer vraiment la croissance. C'est une croissance saine, comme on dit, hein. Et, ou comme on dit encore, il faut renouer avec je dirais, un cercle vertueux du développement, d'un développement vertueux. Ce, ce qui implique donc l'engagement de dépenses nouvelles, ou plus exactement, ce qu'on appelle, nous, des avances, en fait, hein.
des avances pour se développer qui auront, je dirais, pour effet de faire développer le PIB, je dirais, et, comme on le dit également, d'avaler la dette, c'est-à-dire d'en faire reculer le poids relatif par rapport au PIB qui, lui, va augmenter. C'est comme ça. Et en même temps, eh ben, de participer à faire reculer petit à petit le déficit. Et c'est vrai que dans la situation d'aujourd'hui, on ne voit pas bien comment s'en sortir autrement. Parce que il y a urgence à faire ces avances-là. Et bien évidemment, il y a urgence à faire ces avances-là à taux zéro, parce que si c'est pour rembourser des milliards d'euros comme on nous fait faire aujourd'hui, ça irait pas trop. Donc, des avances à taux zéro, des avances qui proviennent de la création monétaire et à taux zéro. Et je dirais, ça pour quoi? Pour qui? Pour l'hôpital, pour les transports, pour l'école, pour tout ce qui est les questions énergétiques et le problème du climat. Régler ces questions-là. Et en même temps, donc, aussi soutenir une conversion industrielle, je dirais, ou un redémarrage industriel, je dirais, avec l'enjeu de création d'emplois, de formation, d'augmentation des salaires. Et ça, en France, on a quelque chose qui est un pôle public bancaire qui tourne autour de la Poste, de la Caisse des dépôts et consignations, de la BPI, qui peut être mobilisé pour cela. Qui peut être mobilisé pour cela. Et bien évidemment, il faudrait que celui-ci, parce que bon, l'argent, il ne le trouve pas sous le sabot d'un cheval, comme on dit, il faudrait qu'il soit refinancé pardon, à 0% par la Banque Centrale Européenne. Au-delà, je dirais, l'enjeu de développement des services publics qui ne concerne pas que la France, mais il concerne bien évidemment d'autres pays et notamment nos pays voisins de l'Union européenne. Il faudrait que, et ça c'est une proposition que l'on porte depuis un certain temps, il faudrait, je dirais, créer pour l'ensemble donc, des pays de l'Union européenne un fonds pour le développement des services publics financé par la Banque centrale européenne à taux zéro. Et ça, je dirais que si on voulait, si on s'était attaqué à ça, peut-être y compris pendant la campagne des élections européennes, on aurait peut-être pu faire avancer un certain nombre de choses par rapport à ces questions. Et en même temps qu'il faut agir sur ce créneau-là, il faut bien évidemment aussi, je dirais, mener le combat contre ces aides-là, ces 200 milliards d'aides qui sont distribuées à l'aveugle, hein, comme on dit, pour les réorienter. Les réorienter, je dirais, en fonction de critères sociaux et environnementaux, salaire, emploi, qualité, objectifs des productions. Au lieu qu'aujourd'hui, ces aides, quand même, entre parenthèses, qui jouent le rôle de trappe à pas salaire. Hein. Bon. Et il faut, bien évidemment, pour s'assurer, je dirais, de l'exécution de cela, de cette réorientation, il faut que les salariés disposent de nouveaux pouvoirs démocratiques pour faire ce travail-là, pour faire ce contrôle. Enfin, c'est pas la fin de tout, mais quand même, il faut une réforme de la fiscalité qui viendrait, je dirais, épauler l'ensemble de la démarche, y compris de l'utilisation de l'argent, de la création monétaire nouvelle. Il faut, je dirais, ça serait une sorte de garde-fou, entre guillemets. Donc, une réforme de la fiscalité qui doit prendre corps assez rapidement, même si c'est un peu plus long, hein, ça ne se fait pas immédiatement, ces choses-là. Mais à commencer par la fiscalité des entreprises, hein, avec un nouvel impôt sur les sociétés qui concerne tous les revenus des entreprises, c'est-à-dire ses revenus financiers comme ses revenus d'activité économique, de création réelle de richesse. Tous ces revenus-là seraient uniformément soumis, je dirais, à cet impôt sur les sociétés nouveaux, qui serait progressif, en résumé, pour tenir compte de la taille des entreprises, hein, et qui serait surtout incitatif à l'utilisation, je dirais, par les entreprises de leurs bénéfices pour des investissements qui soient porteurs d'emplois, de formation, de salaire, de recherche notamment. Ce qui permettrait d'en finir, entre parenthèses, avec le crédit impôt recherche qui sert à peu près à rien, grosso modo, aujourd'hui. D'autant plus qu'il est même plus vérifié et contrôlé par personne, donc ça va.
de manière pendante à ce nouvel impôt sur les sociétés, il faudrait aussi pour les entreprises mettre en place un nouvel impôt territorial, hein, sur leur capital, qu'il soit leur capital immobilier, matériel et financier, hein. Je résume, je ne détaille pas. Si on pourra détailler tout à l'heure s'il y a besoin. Et il convient aussi de mettre en place un nouvel ISF intégrant l'ensemble des biens professionnels. Et je dis bien l'ensemble des biens professionnels. Et entre parenthèses, et ça, on l'a vu dans les discussions qu'il y avait dans le nouveau Front populaire, mine de rien, si on intègre l'ensemble des biens professionnels dans un ISF nouveau, son produit, il serait multiplié de manière importante, hein. Il peut aller jusqu'à entre 15 et 30 milliards d'euros. Ça dépend ce qu'on y intègre dedans exactement. Donc, c'est vrai que c'est pas rien. Enfin, il y a besoin, je dirais, de reconstruire un impôt sur le revenu, qui lui aussi, impôt sur le revenu, serait universel, hein, qui taxerait les revenus du capital et de la rente au même niveau, mais certainement, il faudrait trouver le moyen que ce soit un petit peu plus que les salaires, parce qu'il faut, je dirais, réorienter un petit peu les choses. Il faut aussi réviser les droits de succession, parce que, notamment sur tout ce qui est transmission d'entreprise, et là, il y a vraiment des scandales qui existent. Et par cet ensemble de mesures fiscales, on engagerait en fait une réforme structurelle des prélèvements fiscaux qui a été faite à l'envers, je dirais, depuis des années et des années, mais qui recommencerait, je dirais, à privilégier tout ce qui est la progressivité, tout ce qui est les impôts progressifs, et à remettre, ou à faire reculer les impôts proportionnels comme la TVA, qui est un impôt proportionnel, mais qui est aussi la TVA, qui est, je dirais, un impôt régressif. Régressif dans le sens où le poids, c'est ce que ça veut dire, dans le sens où le poids de la TVA est beaucoup plus important sur les petits revenus que proportionnellement que sur les gros. C'est pour ça que ça s'appelle récessif. Et puis, en même temps, je dirais, on commencerait par ce biais-là, je dirais, à réorienter aussi le financement de la protection sociale et à faire, je dirais, reculer la CSG jusqu'à son extinction. Et pour cela, bon, je ne suis pas venu sur le PLFSS, mais pour cela, je dirais, bien évidemment, ça signifierait d'engager dans le même temps une réforme du financement de la protection sociale, hein, à partir de deux ou deux piliers essentiels, trois même, la taxation des revenus financiers des entreprises, hein, au, au même, au même taux que la cotisation employeur sur les salaires, une modulation des cotisations employeurs avec des cotisations qui seraient un petit peu revues à la hausse peut-être d'ailleurs même, mais modulées en fonction de la part des salaires, ce que l'on dit, hein, en fonction de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Alors, sans doute en tenant compte des branches professionnelles parce que ce n'est pas la même valeur ajoutée qui se dégage selon le type d'activité, bien évidemment. Et puis, un aspect aussi qui est non négligeable, c'est celui de l'égalité salariale femmes-hommes. Et bien évidemment, sur la base de la création d'emplois, mais ça, la question de la création d'emplois, je pense qu'elle est transversale à tout ce que l'on dit, tout ce que l'on propose. Donc voilà, j'en ai fini. Simplement deux mots sur le nouveau Front populaire. C'est vrai, j'ai participé à plusieurs réunions du nouveau Front populaire, qui est un groupe de travail plutôt, plus exactement du nouveau Front populaire, qui était, je dirais, qui avait été initié sur les questions budgétaires et fiscales. Euh, pour l'essentiel, y participaient des représentants au Parlement des différentes forces composant le nouveau Front populaire, c'est-à-dire députés et sénateurs, députés, sénateurs et sénatrices d'ailleurs. Lucie Cassest a participé à plusieurs réunions, surtout aux dernières d'ailleurs. Et bon, tout ça nous a permis de déboucher sur, a permis, parce que nous, je m'y mets un petit peu à part, mais que j'étais dedans, a permis de déboucher, je dirais, sur un projet qui table sur, je dirais, des rentrées fiscales plus importantes que celles que propose Barnier, de l'ordre de 50 milliards d'euros, qui dépassent même 50 milliards d'euros, qui ne sont pas les mêmes. Mais pour la petite anecdote,
pour voir la nature des discussions qu'il y a, parce que c'était quand même un peu des discussions marchand de tapis, hein, ce qui se déroulait. Je vais mettre 5% de plus là, non 3, non 2, non, bon, on va mettre 10 millions, la base, ça sera 10 millions, non 20, non 4, bon bref. Et entre parenthèses, sur les augmentations de l'impôt sur les sociétés concernant les grandes entreprises, le nouveau Front populaire propose 15 points de plus pour les entreprises dépassant 1 milliard et 15 points encore supplémentaires pour les entreprises dépassant 3 milliards. Barnier, lui, il propose 20 points et 40 points, ce qui lui permet d'aller récupérer à peu près 9 milliards d'euros. Donc, comme quoi, à ce jeu-là, je dirais, si on pense régler le problème. D'ailleurs, bon, dans Alternative Éco, là, il y a 2 articles qui montrent un peu, qui sont un peu gênés aux entournures, hein, puisque c'est deux économistes qui entouraient Lucie Castet jusque-là et qui s'expriment et qui ont donc travaillé à la construction de cette proposition-là du nouveau Front populaire. Si on se limite à traiter de la question de la fiscalité, on ne réglera pas le fond du problème et ça sera effectivement en permanence une discussion de marchand de tapis. Et je pense que la situation d'aujourd'hui exige des réponses d'un tout autre niveau, entre parenthèses. Voilà, terminé. Évoqué, Jean-Marc, les effets du pacte de Lisbonne. J'ai du mal, moi, à pouvoir le cerner, ce pacte, si tu veux, cette structure qui permet effectivement comment dirais-je, de mettre en œuvre Maastricht et les objectifs de Maastricht. C'est comme ça que je l'ai compris. Maintenant, peut-être que je me trompe aussi sur cet aspect, mais j'aimerais, parce qu'il me semble que Lisbonne est une pierre d'achoppement par rapport à l'ensemble des budgets à caractère européen, particulièrement par rapport à la France. Il me semble que quand les politiques ou les observateurs ou que sais-je encore parlent de budget, rarement on évoque les structures que nous impose Lisbonne. Est-ce que c'est possible à un moment donné, parce que toi, tu en as parlé là, hein, un petit peu, pour définir après que l'Allemagne était en récession dans ton développement. Là. C'est comme ça, c'est comme ça que ça apparaît dans mes notes. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse approfondir cet aspect, peut-être pas aujourd'hui, mais que ce soit un petit peu plus compréhensible de ce que ça veut dire, quelle est la liaison qu'il y a entre Maastricht et le fait que Lisbonne, ne serait-ce que parce que politiquement, Mitterrand, il n'a pas changé une virgule à ce traité de Lisbonne. Et donc, c'est important parce que c'est quand même la social-démocratie. C'est quand même la social-démocratie qu'on est en train de subir, enfin, on subit avec le libéralisme, qu'on subit aujourd'hui du point de vue des personnes comme nous, les retraités, là, avec des objectifs qui nous sont sur le dos. J'arrête là. Moi, j'ai à peu près tout saisi, sauf la problématique des avances remboursables, donc de la BCE aux États. Bon, je comprends bien le mécanisme, à savoir les avances remboursables qui permettent un surcroît de croissance du PIB, donc des recettes fiscales avec lesquelles, effectivement, le moment venu, l'État rembourse. Le problème aujourd'hui, c'est que les traités européens, sauf erreur de ma part, interdisent à la BCE de financer directement les États. Donc, comment lever, mon questionnement, en fait, comment parvenir à lever cet obstacle, puisqu'il faudrait donc une modification des règles de fonctionnement de la BCE, ce qui nécessite, je ne sais pas si ça nécessite l'unanimité ou une majorité qualifiée, mais en tout état de cause, risque de se heurter à l'hostilité de nombre de pays importants de l'Union. Bon, je pense à l'Allemagne, mais pas seulement. Donc, est-ce que vous avez réfléchi un petit peu à la façon, effectivement, de lever cet obstacle pour permettre, effectivement, parce que la BCE a abreuvé les banques de milliards pendant la crise, mais aujourd'hui n'a pas le droit de financer directement les États. Voilà mon questionnement. C'est un webinaire où il me semble-t-il, c'est des camarades du parti.
même s'il y avait la possibilité de sympathisants. La logique de l'intervention de Jean-Marc m'intéresse dans la mesure où, bon, il aborde le contexte, c'est-à-dire pourquoi la dette. Après, je dirais la mise en place donc du nouveau gouvernement avec Barnier. Derrière nos propositions, allez, on va dire, bon, pour certains, on connaît et il semble être incontournable pour nous en tant que parti. Et c'est le quatrième point qui, me semble-t-il, a une importance majeure. On est aujourd'hui au sein d'un nouveau rassemblement qui s'appelle le NFP. Et quid de nos analyses, quid de nos propositions, quand j'entends, et pour la deuxième fois, Jean-Marc, qui a participé, je dirais, à un groupe de travail sur le budget, et on n'en restera que sur le budget, où on est loin d'avoir un consensus sur nos positions. Et à partir de là, c'est comment le parti va prendre en compte nos analyses, nos propositions, je parle sur l'aspect de la com éco, pour faire en sorte qu'il soit divulgué au plus grand nombre, maîtrisé par le plus grand nombre, pour créer un rapport de force au sein du NFP, pour qu'on aille le plus loin possible dans ces propositions-là, et qu'après elles soient, je dirais, un phare du NFP en direction, je dirais, des Françaises et des Français. Parce que je crains qu'encore une fois, on va se faire, que le NFP va passer à la moulinette de la social-démocratie qui ne remettra pas en cause, je dirais, les logiques, comme l'a expliqué Jean-Marc, c'est-à-dire qu'on restera toujours sur les mêmes logiques qui nous sont imposées par l'Europe, avec les contraintes du 3% et du 60%, et le fait de rester dans cette logique-là, on bannit ce que nous on met en avant, à savoir les avances qui peuvent créer des richesses, qui peuvent dans le temps booster le PIB et éliminer, je dirais, la dette aussi dans le temps. Donc, moi, mon interrogation, elle est là et je pense qu'elle sera de plus en plus dans la tête de nos camarades à travers les discussions et dans la préparation de la conférence nationale de décembre. Alors, c'est une intervention politique, mais comme on dit, la politique et l'économie et la politique se tiennent énormément. Voilà. Hier, on était en comité exécutif national et vous le verrez au CN, malheureusement, j'y serai pas, mais s'est posé la question de l'annulation de la dette ukrainienne. Bon, alors c'est rigolo parce que Fred et moi, et j'imagine Evelyne, j'ai vu connecter, on a dit annulation des dettes, on a eu un peu les cheveux qui se sont dressés. Pour autant, je voulais savoir si au niveau de notre parti, j'ai pas recherché, donc c'est une question très, très naïve, mais très importante quand même. Savoir si au niveau de notre parti, on a eu ou on a participé donc au comité pour l'abolition des dettes illégitimes, le CADTM, et est-ce qu'on s'est posé la question d'une annulation, enfin d'une partie de l'annulation de la dette française eu égard à celles et ceux à qui on emprunte. Voilà, merci beaucoup. Alors, pourquoi ça fait dresser les cheveux sur la tête d'annuler la dette de l'Ukraine? Parce que c'est que des oligarques pourris en Ukraine. C'est deux impérialismes et deux pays assez peu respectables, que ce soit leur gouvernement, bien sûr, pas les peuples, l'Ukraine ou la Russie. Voilà pourquoi. C'est le pays qui avait le plus de gens repérés dans, pas les Panama Papers, mais celui qui est venu après, ou dans les Panama Papers, je ne sais plus. Il y avait 15 oligarques ukrainiens qui trichent, enfin c'est terrible. Parce qu'en fait, c'est un pays riche, c'est aussi pour ça qu'il y a la guerre. Donc voilà pourquoi sur l'Ukraine spécifiquement. Hein. Donc je continue sur la dette, c'est une petite parenthèse. Nous sommes pour l'annulation de la dette africaine, la dette publique.
public. Nous sommes pour l'examen des dettes, etc. Mais c'est une façon de fuir le problème de dire qu'on va annuler toutes les dettes. Et surtout, ça met en difficulté l'ensemble du système. Parce que qui dit dette, dit prêt, et donc on fait s'effondrer les banques. En réalité, il s'agit de renégocier la dette pour qu'elle soit à 0%, et donc on arrête de vampiriser les pays, et on prolonge et on prend le temps. Voilà à peu près pour faire simple, mes camarades. Bon, je me cale sur le pouce levé de Patricia pour passer à la suite. Alors, les questions qui ont été posées sur l'Europe d'abord. Alors, il faut bien serrer les choses. Maastricht, c'est il y a un moment, c'est 1992, je crois. Lisbonne, c'est bien après, parce que c'est la façon dont ils ont inscrit le traité dont ils ont inscrit le traité qu'on a rejeté. C'est-à-dire, vous vous rappelez qu'il y a eu le vote en 2005, eh ben, ils ont repris le texte, ils ont dit ça va être un traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et ça s'appelle Lisbonne. OK? Et le pacte, Lisbonne, ce n'est pas un pacte, c'est un traité. Et le pacte, c'est le pacte de stabilité et de croissance qui a évolué. Il y en a eu un sous Jospin, dès 97, où Jospin et Robert Rue se sont couchés, pour faire simple. On peut développer. Hein. Et puis, il y en a eu plusieurs versions. Et là, il y a une version récente qui a été adoptée juste avant les élections européennes. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des débats dans le parti sur l'orientation de la campagne européenne. Et la discussion qu'on a montre à quel point nous avons eu tort de ne pas mener la bataille européenne sur ces questions. Et il y a eu une décision de ne pas la mener sur ces questions alors qu'elles sont fondamentales et que nous avions des propositions. Pourquoi? Alors d'abord, j'explique le pacte, parce que le plus important aujourd'hui, le plus opérant, c'est le pacte, dans un ensemble qui est le traité sur le fonctionnement. Le pacte dit de stabilité et de croissance. Il met de croissance pour amuser la galerie, bien sûr, pour faire croire. Hein les déficits et la dette sont encadrés. Les déficits, c'est le flux une année, l'écart entre les dépenses et les recettes. Ça ne doit pas dépasser 3% du PIB du pays. Et la dette, c'est le cumul des déficits, si on veut. Hein moins les remboursements. D'accord? C'est un stock, comme on dit. Et ça ne doit pas être plus de 60% du PIB. Nous, on est à plus de 100% du PIB. Mais vous savez, les États-Unis, ils sont à 122% du PIB. Et le Japon à 250 ou 240. Vous voyez? Je ne dis pas que c'est inopérant, mais enfin, ça relativise les choses. Donc, ça encadre les déficits et la dette, et le pacte, il encadre et il crée des sanctions. D'accord? On doit payer une amende. Alors, il y a en plus, depuis le précédent, il y en a eu 3, depuis le pacte 2, disons, et là on est au pacte 3. Depuis le pacte 2, il y avait en plus, chaque pays soumettait tous les 6 mois son budget prévisionnel à la Commission européenne et en discutait. Ça s'appelle le semestre budgétaire européen. Ça pourrait être... c'est scandaleux, même si on pourrait imaginer que dans d'autres conditions, ça pourrait être normal qu'on examine et qu'on s'informe ce que font les uns et les autres. Mais c'est vraiment un examen scandaleux, bon, mais qui n'a pas vraiment de conséquences, puisqu'en réalité, dans ce truc-là, le gouvernement dit à la Commission européenne ce qu'elle doit lui recommander, et la Commission européenne recommande au gouvernement de tailler dans les retraites, etc. Mais en réalité, c'est une sorte de boomerang administratif. Je vous rappelle que la Commission, elle est nommée sur proposition des gouvernements qui votent, etc. Enfin bon. Donc, bon. OK, ça, vous avez ça en tête. Actuellement, maintenant, pacte 3, les deux choses importantes à retenir, c'est qu'il est plus réac et plus réaliste. Il est plus réac parce qu'il faut absolument ne pas dépasser les 3% et même continuer à diminuer jusqu'à 1%. Et on applique automatiquement les sanctions. Avant, c'était cum grano sali avec un petit grain de sel. Hein, on disait, ben non, c'est eux, on ne fait pas. Ils ont maintenu quand même l'idée, s'il y a une récession, il ne faut pas faire. Mais il est plus réaliste, c'est-à-dire que le pays doit présenter une trajectoire crédible de 7 ans. C'est ce qu'a dit Jean-Marc. Mais 7 ans, c'est très long. Donc on peut en réalité faire tout à fait autre chose. Vous voyez, je ne vais pas plus loin, ça vous donne les éléments. L'interdiction du financement
Ça, c'est la chose la plus importante, mon camarade Pensier, j'ai oublié ton prénom, de la Oui. Lozère. C'est très important ta question. Et ça montre l'absence politique du parti sur la bataille européenne, qui est majeure pourtant. Donc ça confirme l'erreur profonde et dont il va falloir discuter en conférence nationale. Pourquoi? Parce que nous, en réalité, les choses sont de la façon suivante. Nous avons appris qu'il y a interdiction, vous me voyez, du financement. Ça, c'est la BCE, ça, c'est les États. La BCE n'a pas le droit de financer directement les dépenses des États. C'est ce que tu as dit. Bon. Ça, c'est ce qu'on a appris. Mais c'est l'article, ça s'appelle l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de Lisbonne. 123, c'est facile à retenir, 1, 2, 3, 123. Mais il y a un deuxième paragraphe, donc 123.2, qui dit que la Banque centrale européenne peut financer une institution publique financière, qui elle-même pourra financer les États. Et donc nous proposons de créer cette institution publique financière, un fonds européen de développement écologique et social. C'est ça que nous voulons faire. Nous voulons utiliser les failles du traité, parce que tu as raison. On ne va pas s'engager dans une guerre de religion pour un traité, l'unanimité, etc. On utilise tout de suite ce qui existe, on pratique, et ensuite on généralisera dans les traités. Il ne s'agit pas ni de renverser la table, ni de se soumettre totalement. C'est ça la bagarre. Et on a confirmation. Moi, j'ai été membre du Conseil économique, social et environnemental. On a auditionné la BCE, on a fait un avis. Et dans l'avis, qui a été voté très largement, on explique qu'on peut faire ça et on insiste là-dessus. Et ça a été confirmé dans notre audition qu'on a auditionné la Banque centrale européenne. Donc ce fonds européen, c'est très important, on peut le faire. Et moi, j'ai fait des débats, mais c'est clandestin, si on veut, avec des députés socialistes ou de droite ou ailleurs, pendant les européennes. J'étais quand même candidat, je ne suis plus 12e de liste. Mais c'est clandestin, c'est secret. Mais où on déstabilise les gens, y compris les autres, on va dire, mais est-ce que vous venez? Parce que la bataille qu'on va mener au Parlement européen, c'est pas seulement de faire le journaliste, ce qu'a dit Léon Desfontaines en disant, nous, on va dire aux gens ce qu'a voté le Front National. Bon, c'est pas notre rôle. On peut le dire, mais c'est pas. Mais on va mener la bataille pour dire aux Européens, est-ce que vous êtes prêts à créer ce fonds? Et les Allemands, et les Grecs, et tout le monde, parce que tout le monde a besoin de développer ses services publics. Et c'est une grande possibilité, ça. C'est énorme, ce truc-là. C'est une bataille qu'on peut faire. Et il faut la lancer. Et on a lancé l'appel d'Entraigues pendant les européennes. Vous connaissez Entraigues, une ville qui est chère, moi, à mon cœur, parce que Jean Ferrat, il n'est pas seulement d'Entraigues, il est d'Ivry-sur-Seine, et je suis d'Ivry. Mais c'est une ville rebelle, oui, comme Serge. On a fait l'appel d'Entraigues, et dedans, il y a un fonds européen pour le développement des services publics. Il a été signé par 4000 personnes, il a été repris dans l'humain. Et on peut réactiver aussi la bataille. Donc il y a une possibilité, mais il faut faire savoir. Et en fait, il faudrait un mouvement européen. Le parti de la gauche européenne, il reprend cette idée-là et cette proposition. On a eu une réunion encore ce week-end du parti de la gauche européenne, j'y étais. Donc il reprend. Et donc c'est une bataille qui peut donner confiance en disant, mais c'est un autre élément. Jean-Marc l'a dit, l'Allemagne est en récession. L'Allemagne, ils disent, il nous manque 100 000 soignants. Donc nous ne sommes pas seuls. Parce que ce fonds européen, il n'est pas que pour financer la France, il est pour financer, il serait pour financer les services publics dans tous les pays de l'Union européenne. Que ce soit en Grèce, en Espagne, en Finlande, en Allemagne, etc. Et financer prioritairement l'emploi, la formation, l'emploi qualifié par des pré-recrutements, puisque dans l'hôpital, tu ne peux pas embaucher comme ça, il faut former. Hein. Donc les gens, les pré-recrutements, ils reçoivent une rémunération qui n'est pas exactement un salaire durant leur formation, ils sont formés avec un engagement d'emploi et après ils bossent. Donc on entrerait dans une dynamique positive. Vous voyez? Alors, je ne suis pas trop long là-dessus, vous avez pigé, c'est important hein, ce truc-là, très important. Et il faut démasquer là-dessus. Et il faut conforter le parti et ses directions qui pensent que les gens ne peuvent pas comprendre, alors que les gens, ça leur donnerait confiance là-dessus. Confiance. Et on peut faire avec nos camarades de Refondation communiste, de Die Linke, du Parti communiste espagnol, du Parti du travail belge, on peut faire voilà, des choses. Alors, ensuite, oui, on va venir aux cotisations sociales. Ne changeons pas de sujet tout le temps. Donc, troisièmement, ça m'amène à la bataille, à la dimension politique de la bataille. Parce que Jean-Marc l'a dit, la bataille, c'est il faut moins de dépenses. Le Monde de ce soir, Charles Courson, qui est le grand copain par certains côtés, je fais pas le, de
de Coquerel dit il y a encore trop de dépenses, il faut faire moins de dépenses, c'est pas beau ce budget. Charles Courson montre bien qu'il est de droite. Donc, il y a une bataille énorme, il faut plus de dépenses et un autre contenu. C'est ça la bataille sur le budget. C'est ça ce qu'a dit Jean-Marc. Parce qu'actuellement, il nous emmène dans quoi? Dans la baisse des dépenses, c'est-à-dire comme les années 1930. Je l'ai dit dans les copeaux, il faut que vous pouvez le rappeler dans les débats. Dans les années 30, on a eu en France une déflation. On a décidé de baisser de 10%. On a décidé de baisser de 10% les dépenses publiques. Ça a amené une déflation. C'est un ministre socialiste indépendant qui a mis ça en œuvre, qui s'appelait Pierre Laval. Il était encore socialiste indépendant et maire de Bévilliers à l'époque, en 33-34. Et ça a amené une réaction jusqu'au Front populaire. Et en Allemagne, en 31, on a Brüning, qui fait aussi une baisse de 10% des dépenses publiques. L'un, c'est toutes les dépenses, l'autre, c'est que les salaires des fonctionnaires, mais c'est à peu près la même chose, en Allemagne. Il n'y arrive pas, il est obligé de dissoudre le Reichstag, et c'est l'arrivée d'Hitler qui progressivement se construit. On est en 31, 32, il arrive en 33. Donc, l'austérité, ça tue. Inversement, au lendemain de la guerre, on a d'énormes difficultés, la dette est énorme, les déficits sont énormes, il n'y a pas de croissance. Eh bien, au contraire, on dépense plus que ce qu'on a, on fait des avances massives avec les banques publiques françaises, mais aussi avec le FMI, même le plan Marshall avec toutes ses contradictions et son aspect empoisonné, mais on développe et ça marche. Donc il faut, est-ce qu'on se projette pour faire comme les réacs ont fait en 1930 ou comme les forces de progrès ont fait après-guerre? Et je pense que, mais je l'ai fait dans des débats, il faut dire ça aux gaullistes aussi, et aux socialistes, et à tous les gens de gauche. Et on l'a déjà fait, vous ne voulez pas le faire, ça. Donc ça, c'est le débat politique. Barnier, lui, on voit de quel côté il est. Le Pen, elle a dit dès février, 29 février dans les Échos, elle a fait un article pour montrer au patronat à quel point elle est fréquentable, en disant, en disant le péril principal pour notre souveraineté, c'est la dette. Et donc, réduire la dette. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas s'attaquer à la dette, mais nous disons le préalable de la baisse des dépenses et de la dette avant tout, ça tue. Le préalable, c'est se développer et on va avaler la dette. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas, eux, ils disent, on se coupe un bras, on pèsera moins lourd pour courir, tu parles, le sang coule. Nous, on dit, on se développe, et comme ça, on va guérir. Et on a 7 ans, hein, puisque l'Union européenne donne 7 ans. Vous voyez, c'est ça la logique. Donc Le Pen, elle a dit le préalable, et c'est la baisse des dépenses, et elle prétend qu'avec les quelques milliards sur les immigrés, on va tout baisser. On va tout sauver, on va suffisamment économiser de dépenses. C'est du pipeau, on le sait bien, elle va faire du réac. Mais elle l'a dit, elle a fait son tournant, on ne l'a pas dénoncé là-dessus. Le paysage a un peu changé, je ne développerai pas, sauf s'il y a d'autres questions. Draghi a fait un rapport au niveau européen, parce que les milieux s'interrogent, en disant, il faut quand même plus de dépenses publiques. Donc regardez, on n'est pas seul, même Draghi le dit. Sauf que, attention, on ne va pas se mettre derrière Draghi, Piketty, lui, se met derrière Draghi, on ne va pas se mettre derrière Draghi, sauf que Draghi, vous voyez qui c'est, pardon. Draghi, ancien président de la BCE, Banque Centrale Européenne, ancien président du Conseil italien, d'un gouvernement technique qui a préparé de fait, pas forcément intentionnellement, l'arrivée de Meloni. D'accord? Et ancien de Goldman Sachs, le mec. Vous voyez, une belle carte de visite. Donc, il dit qu'il faut plus de dépenses publiques. Mais bien sûr, même le Draghi le dit. Mais lui, bien sûr, c'est pervers, il veut plus de dépenses publiques pour des subventions aux entreprises, pour baisser le coût du travail. Il veut plus de dépenses publiques par financement, il appelle ça les eurobonds, des bons européens, sur les marchés financiers, donc aux conditions des marchés financiers, est très cher. Et plus de dépenses publiques dans l'investissement et pas dans le matériel, le capital, la finance et l'investissement matériel, le béton, et pas la priorité à l'emploi. Je ne résiste pas à vous lire, pour les années 30, Keynes, même Keynes, qui n'est pas Marx, hein, en 1931, allocution radiodiffusée, il dit « Ce qu'il faut maintenant, c'est non pas nous serrer la ceinture, mais nous mettre en humeur de réanimer expansion et activité. Ce qu'il nous faut, c'est agir, créer des choses. Tout et cela est le bon sens le plus évident, assurément. » Donc, vous voyez, hein. Et il dit un peu plus loin, à l'heure actuelle, tous les gouvernements ont des déficits considérables, en effet, mais
que le gouvernement emprunte sous une forme ou une autre, c'est un remède naturel pour empêcher les pertes en période de crise grave. Pour la durée de la crise, ma politique budgétaire, c'est suspendre les remboursements, continuer d'emprunter pour alimenter le fonds d'aide aux chômeurs et pour nous sortir de la crise actuelle. Et puis, il dit, on verra après ce qu'il faut faire pour les entreprises quand on sera sorti de la crise. Bien sûr que lui, ce qu'il proposait, c'était l'investissement matériel et puis aider le capital. Nous, c'est autre chose aujourd'hui. Mais on voit bien comment il peut y avoir des convergences là-dessus et des convergences d'idées très importantes. Alors, j'ai presque fini. Donc, vous voyez, je reprends la dimension politique. La dette, c'est pas mauvais en soi. Il y a de la bonne, de la mauvaise dette. C'est comme le cholestérol. Les déficits, c'est parce qu'il y a un écart entre les dépenses et les recettes. Ça peut être compréhensible à un moment donné parce qu'on veut se projeter sur l'avenir. Et donc, il faut arriver à maîtriser ça. Donc, or, le pays est à plat ventre. C'est pour ça qu'on est en difficulté. C'est parce que le pays est à plat ventre. Donc, il ne faut pas restreindre, se couper un bras, il faut développer. Or, Barnier lui propose 40 milliards en moins. Je vais le faire pour le blog. Là, je viens de regarder pendant qu'on discutait. La dépense par élève dans l'éducation nationale, elle baisse. Donc, ça ne va pas. Même si les effectifs baissent, la dépense, elle baisse encore plus. Donc, ça ne va pas. 40 milliards en moins. Et vous avez vu ce qu'ils disent. Ils disent on fait du 40 milliards en enlevant les effectifs de back-office. Ah oui, d'accord. Donc, les emplois du temps, on va demander aux profs de faire les emplois du temps en plus de leurs cours. Déjà, à l'hôpital, on faisait faire aux infirmières le Tetris pour ranger les lits ou même aux médecins. Et ben là, la crise de l'hôpital, on va les généraliser à tous les secteurs de la fonction publique. C'est des fous. Donc, un, le pays est à plat ventre. Au contraire, deux, il faut développer et développer sainement, comme l'a dit Jean-Marc. Et donc, la question, et d'autres gens disent qu'il faut développer sainement, c'est-à-dire relancer la machine et après, on avalera la dette. D'autres gens le disent comme Draghi, mais nous, on le dit de façon plus conséquente. C'est-à-dire que nous disons que c'est les dépenses qui vont faire les recettes. Et on ne s'enferme pas dans les recettes pour calculer les dépenses. Les dépenses vont faire les recettes. D'autant que la France, ce n'est pas tout à fait un pays émergent, ce n'est pas la Tunisie, c'est un grand pays qui arrive à mobiliser les emprunts. Mais donc la question, c'est est-ce que nos partenaires voudront, et là ça renvoie au fonds européen, comment on finance et où on met les dépenses? Comment on finance? Il faut que ce soit financé à 0%. Actuellement, nous payons 55 milliards d'intérêt de la dette, parce qu'elle n'est pas à 0%. 55 milliards, ça ne vous dit pas facilement de choses. C'est l'équivalent du budget de l'enseignement primaire plus secondaire. On file en intérêt de la dette. Non pas le principal, mais l'intérêt. Quand on emprunte, il y a le principal et l'intérêt. Donc, en renégociant ça à 0%, et en faisant une nouvelle dette à 0%, on crée un ballon d'oxygène considérable. Et on peut le faire pour toute l'Union européenne. Taux zéro. Et la Banque centrale peut appuyer, mais nous pouvons le faire depuis la France, avec le pôle public bancaire, qui créerait un fonds en France, une sorte de véhicule financier, comme on dit, qui fait les avances et qui va se refinancer auprès de la Banque centrale européenne. Deuxièmement, nous pouvons dire à nos partenaires, vous aussi, vous avez des banques publiques. Et donc, on peut faire un réseau de banques publiques européennes avec d'autres qui va aussi faire un fonds. Et progressivement, c'est toute une bataille pour imposer un fonds européen complet au niveau de l'Europe. Et on peut même le commencer entre pays sur des sujets qui font consensus, la santé et le fret ferroviaire, par exemple. Il y a toute une bagarre d'idées et sociales qu'il faut mener, même si on ne l'a pas menée pendant les européennes, il est encore temps. Le pays est à plat ventre, il faut faire quelque chose. Donc, des avances à 0%, pas par le marché financier, et transformer les impôts, comme l'a dit Jean-Marc, pas seulement des prélèvements, mais des impôts incitatifs. Donc, et la dernière chose, c'est quelles dépenses? Des dépenses qui vont essentiellement développer le potentiel d'activité. Donc, sur l'emploi et la formation et pas le béton, pré-recrutement dans la fonction publique, avec infrastructure. Mais si vous achetez, vous avez tous des exemples chez vous, où ils font du béton, ils fusionnent deux hôpitaux pour en faire un troisième, et ils diminuent les emplois. Il faut faire l'inverse, faire des emplois. Et acheter du matériel, mais pas démolir les hôpitaux. De même, si vous achetez des trains et qu'il n'y a pas de conducteur, ça ne va pas marcher. Alors, c'est ce qu'il faut. Donc, l'emploi et la formation, et les entreprises, il faut les emmener dans un chemin de progrès. Et donc là, il faut un levier pour les amener à faire autrement. Et j'arrive aux cotisations sociales, parce qu'on parle beaucoup du crédit d'impôt recherche
qui fait que 7 à 8 milliards. Les exonérations de cotisations sociales, c'est 100 milliards. Parce qu'il y a une exonération, mais comme l'a dit Jean-Marc, l'État compense en remboursant l'essentiel de ces exonérations, pas toutes, auprès de la Sécu. Donc il débourse 100 milliards à peu près. Eh ben, on peut commencer à en enlever 20 milliards d'exonération. Et ces 20 milliards, donc c'est un budget de l'État, on peut les utiliser pour stimuler les entreprises. Crédit à taux zéro, l'État prend en charge la bonification, si l'entreprise développe des investissements porteurs d'emploi, d'écologie. Donc on fait un levier chez les entreprises, on les emmène, on change le système, c'était dans le programme du Fonds populaire, on change le système d'aide aux entreprises. Actuellement, les aides, c'est des aides avec comme condition de baisser le coût du travail, puisque les exonérations de cotisations sociales, on les a quand on fait des salaires bas. On aurait au contraire des aides qui baisseraient le coût du capital si on se développe en embauchant. Donc on rentrerait là-dedans en changeant le type d'aide. L'enjeu, c'est le dialogue avec nos parlementaires, je vous le dis. Et est-ce qu'on porte vraiment ces questions-là dans le débat politique et dans le débat parlementaire? Ce n'est pas joué encore, ni dans un sens, ni dans l'autre. Voilà, j'ai été un peu plus long que prévu. J'espère avoir été clair, mes camarades. Il y a quand même cette question de la dette. Ça fait déjà pas mal de semaines qu'ils pilonnent sur cette question-là. Et c'est vrai qu'ils veulent marquer le coup pour lancer une politique d'austérité bien plus grave qu'on peut le penser, quoi. Et moi, je suis quand même dans la ruralité, là. Je ne suis pas en région parisienne, belle région que j'ai connue, mais en ruralité, croyez-moi, ça trinque. Dans les mairies, les besoins dans les mairies, les besoins sociaux pour les gens, etc., c'est du refus permanent et on le voit bien, y compris pas simplement par le besoin financier, mais on le voit par comment nos villages et nos villes perdent leur beauté, j'ai envie de dire, à travers des investissements qui sont plus à faire et comment tout se dégrade. Que ce soit les routiers, que ce soit le manque de transport en commun, que ça soit au niveau de la santé, que ça soit au niveau de... il faut, pour aller dans un hôpital ou un autre, il faut faire des dizaines et dizaines de kilomètres. Donc on est vraiment... moi, je suis très inquiet de cette bataille qui a mené. Inquiet dans le sens où il va falloir vraiment qu'on fasse passer des messages aussi clairs que... Et ce n'est pas le cas aujourd'hui dans la ligne que je ressens, y compris dans ma fédération, quoi. Je prends l'exemple que cette semaine, on réunit un conseil départemental pour parler des municipales, par exemple. Et on n'aborde pas les vraies questions qui sont posées aujourd'hui, des besoins des gens qui vivent dans notre région et par rapport à la santé, au transport, à l'emploi. Et donc, c'est un vrai problème. On ne répond pas, le parti, à l'heure actuelle, ne répond pas véritablement sur ces questions-là. Et je pense qu'on va vers une chute permanente d'un affaiblissement du parti dans le Var. Parce que on ne répond pas vraiment à faire vraiment de la politique. On se contente de faire une politique avec des grands thèmes nationaux qui ne correspondent pas du tout aux besoins des gens dans nos régions. Voilà. Donc moi, je suis assez inquiet quand même, hein. Voilà. Bonsoir. Oui, moi j'avais une question concernant le débat actuel là, sur la décision de Sanofi de se séparer de sa filiale qui produit le Doliprane. Il y a toute une série de débats qui s'est greffé autour de ça. Quels sont les pouvoirs de l'État sur ce type de décision, nationalisation, pas nationalisation, activer la fameuse disposition là comment il s'appelle, un ancien ministre PS, Montebourg, merci Fred, avait mis en place. J'ai un peu de mal à y voir clair sur ce sujet-là,
on pouvait m'éclairer, parce que, en plus, moi, dans le département où je suis, en Essonne, on a quelques sites de Sanofi où la question peut mériter d'être traitée. Donc, voilà. Merci. Enfin, je vois des observations sur le chat qui demandent des formations techniques de base sur la monnaie, la BCE. Si vous voulez, je dirai un mot là-dessus, notamment sur la question. Si la BCE, disons, prête à perte, en quelque sorte, hein, elle va prêter à taux zéro ou à taux négatif, ça veut dire qu'elle ne va pas toucher d'intérêt, elle va toucher moins d'intérêt que les intérêts qu'elle paye aux banques qui ont des comptes auprès d'elle. Et en fait, oui, mais c'est pas grave, en ce sens que une banque centrale, quand elle a besoin de payer quelque chose, elle peut émettre des billets ou des sommes qui figurent sur des comptes qu'elle tient elle-même. Et il se trouve que tout le monde, nous tous, nous sommes obligés par les traités de faire comme si cet argent était un argent qui a une réelle valeur. Et en fait, c'est vrai, parce que les billets émis par la Banque centrale, ils représentent la richesse de la zone euro pour ce qui concerne la Banque centrale européenne et la Banque de France. Et cette richesse, elle existe, vraiment. Donc, il y a une contrepartie. Et ça marche comme ça. Les banques centrales ont ce pouvoir extraordinaire de créer de la monnaie à partir de rien et sans qu'il y ait de limite particulière qui tient à leur propre équilibre financier. La limite, c'est que cette création de monnaie, elle n'est valable, elle n'est légitime que si elle correspond à une création de richesse, c'est-à-dire à des gens qui travaillent pour créer de la valeur. Hein. Et si ça n'est pas le cas, alors ça peut être très grave, ça fait de l'inflation, de l'hyperinflation, et ça peut mettre l'économie complètement par terre, comme par exemple la Reichsbank l'avait fait en 1923 en Allemagne, pour des raisons historiques. On voulait faire payer des réparations à l'Allemagne alors que son économie était par terre, donc c'était impossible. Et ils ont essayé de s'en sortir en imprimant des billets, et on connaît l'histoire. Il fallait des milliards de marques pour acheter un paquet de cigarettes. Bon, donc on n'en est pas là dans la zone euro. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que ce pouvoir extraordinaire de la Banque centrale, il est extrêmement mal utilisé puisqu'il sert principalement à nourrir des profits de grands groupes multinationaux, à nourrir des spéculations sur les marchés financiers qui se retournent contre l'Europe et contre ses habitants. Et c'est là qu'il y a une bataille politique à mener pour que ce mauvais usage du pouvoir monétaire de la Banque centrale sera remplacé par un usage vertueux, comme disait Jean-Marc dans son introduction. Et c'est la proposition, enfin les propositions que nous avons faites, une sélectivité de la politique monétaire, que l'argent aille là où il va aider à créer des emplois, former des travailleurs et des travailleuses, et ainsi créer efficacement des richesses avec des critères d'efficacité économique, sociale, écologique. Ça, c'est un enjeu de politique monétaire, un enjeu que je n'hésite pas à qualifier de révolutionnaire et qui est dans l'actualité. Enfin bon, je ne vais pas développer trop ce point-là. Je pense qu'il faudrait y revenir dans une séance spéciale. Je me permets peut-être de rappeler que ces différents éléments sont quand même traités dans la revue Économie et politique. La plupart d'entre vous sans doute vu le dernier numéro qui porte sur la question de la dette et qui contient pas mal de choses. Il contient aussi un article justement sur la question des pertes de la Banque de France, puisque la Banque de France a perdu 12 milliards d'euros en 2023 et ça ne l'a pas empêché de fonctionner. La Terre ne s'est pas arrêtée de tourner. Alors on m'a dit que l'article était un peu difficile, donc il faudra reprendre le sujet avec d'autres supports, mais rendez-vous pris. Et sur la dernière question donc, du camarade qui ne pouvait pas prendre la parole tout à l'heure, non, on ne fait pas que transférer la dette, hein, puisque précisément la BCE crée de l'argent. Donc le problème qu'on a, c'est que tout ce qui a été expliqué, c'est qu'on veut développer absolument les services publics, c'est vital. Quand les services publics seront développés, ça va créer des richesses et on pourra retrouver l'argent nécessaire, mais aujourd'hui, cet argent, il n'existe pas.
Et donc, il faut bien avancer l'argent avant que les richesses soient créées. Et bien ça, c'est exactement le travail des banques et des banques centrales. Et en ce sens, ce n'est pas transférer de la dette, c'est créer on appelle ça plutôt des avances de fonds qui vont avoir pour contrepartie de la création de richesses. Et c'est parfaitement légitime. C'est comme ça que l'économie fonctionne depuis qu'il existe des banques et surtout depuis qu'il existe des banques centrales. Bon, alors, je ne vais pas développer trop longuement là-dessus, mais c'était en plein dans le sujet d'aujourd'hui en réalité, puisque quand on se pose la question de la dette publique, de l'équilibre budgétaire, si on est rationnel, on doit être amené à se poser la question de ce qu'on va exiger de la Banque de France et de la Banque centrale européenne qui travaillent ensemble au sein de ce qu'on appelle l'eurosystème. Bon, je monopolise. Alors, j'insiste sur le fait qu'il y a quand même pas mal de choses dans l'économie politique et que j'ajoute que cette revue ne vit que par ses abonnements. Hein. Elle est entièrement financée par ses abonnés. Donc c'est important, si vous en avez les moyens, de vous abonner à l'économie politique et si vous n'avez pas encore déjà. Voilà. On a quand même des questions qui sont fondamentales. On parle il y a une dette énorme. Bon, on dit la dette est énorme. Okay. Mais les gens, ils souffrent depuis des années, pas d'aujourd'hui, pas la semaine dernière. Ils souffrent depuis des années d'un manque, d'un manque de besoins et d'un manque de fonctionnement là où ils vivent. C'est-à-dire que, au fur et à mesure, enfin, à l'heure actuelle, allez faire vos courses. Les aliments, le beefsteak, la viande, le poisson, etc., c'est une augmentation de 15 à 20%. Et comment voulez-vous que les gens, à l'heure actuelle, ils ne soient pas en colère? Il y a une grosse colère en ce moment. Et donc, quand on leur parle de cette question de la dette, quand ils tapent sur le point dans les télévisions, etc., sur la dette, c'est pour bien faire passer à nouveau le fait que les gens doivent en continuer à accentuer, à se serrer la ceinture. Mais à mon avis, il faut qu'on mène une grosse bataille sur ces questions-là. Et moi, je pense que, en partant des réalités, de la réalité des gens, qu'on peut expliquer ces situations-là, ces situations de la dette, d'avoir comment, de trouver des moyens pour sortir de cette situation. Il faut que l'on ait dans le parti, globalement, au niveau national des gens en priorité, ces questions-là et qu'on lance des débats dans le pays sur ces questions-là. En dehors du nouveau Front populaire, c'est-à-dire à travers des distributions de tracts, à travers des porte-à-porte, à travers des meetings, etc. Il faut mettre la situation à l'enjeu des besoins que le peuple de France pourrait exiger, quoi. C'est ça les vraies questions. On ne peut pas simplement se contenter de dénoncer comme ça. Il faut qu'on ait des actions vis-à-vis des gens. C'est ça le vrai problème. Et expliquer les situations actuelles. Les gens, à ce moment, ils souffrent. Actuellement, les gens souffrent. Et plus ils sont pauvres, plus ils souffrent. Il faut vraiment insister, ce que dit William est important. Ça trinque, et il faut prendre des exemples sur pourquoi ça trinque. Des exemples différents, et les ramener toujours à l'idée, car l'argent ne va pas là où il faut, et on n'en met pas assez. C'est ça, en fait. Il faut. Deuxièmement, je reviens sur ce que dit Denis, c'est important, il n'y a pas de transfert, parce que on ferait de l'intérêt à 0%, donc bouffée d'oxygène, on mettrait plus d'argent, comme a dit Denis, et une utilisation différente que quand c'est les marchés financiers, car pour l'emploi et la formation. Et le plus important dans ce qu'a dit Denis, c'est que c'est conforté par la création de richesses. C'est ça qui est important. Conforté par la création de richesses. Donc, on va au contraire dans le bon sens. Et donc, moi, j'aime bien le formuler de la façon suivante. Eux, c'est la dette pour vampiriser. Et nous, c'est les avances pour se développer. Dette, vampire, avance, développement. Dans les deux cas, c'est du crédit. Mais c'est pour donner le sens. Et du coup, les richesses vont tellement se développer que le poids de la dette dans le PIB va finir par s'estomper. C'est ce qui s'est passé après-guerre. Donc ça. Et la dernière chose politique, c'est
les banques centrales, les néolibéraux ont bien compris à quel point c'est important. Nous, c'est une grande question politique, les banques centrales. Vous avez raison, mes camarades, de nous questionner sur les banques centrales, parce que c'est devenu un élément politique important dans le nouveau capitalisme. Les néolibéraux l'ont compris. Friedman au Chili, c'est la banque centrale qui l'a utilisée tout de suite, dès la répression et la mise en place de Pinochet, et partout. Donc nous, il faut qu'on contre-attaque. Le dernier point, c'est nous avons en cours des décisions d'une campagne emploi-formation avec deux pieds, service public et industrie. Bon. Peut-être que c'est dans ce cadre-là qu'il faudrait développer partout des débats et pétitions. Débats sur dette et pétitions. Il faut que vous poussiez parce que pour l'instant, c'est un peu réduit la façon dont la campagne est. Il y a il y a une chose qui n'a pas été abordée et qui vient dans le débat. Ils sont en train de dire il y a creusement du déficit parce qu'ils ont triché. Et ils ont masqué le déficit. C'est pas venu, mais c'est à la télé. Donc j'en parle parce que ça vient quand même à la télé. Et j'ai pas aimé, et j'ai pas aimé la façon dont Yann Brossa, je le dis comme je le pense, a dit bah faut mettre en prison. C'est pas comme ça qu'on règle les choses. Faut mettre en prison le maire, faut lancer un mandat d'arrêt international. Non, en réalité, il faut utiliser. Je crois que le creusement du déficit qui n'était pas attendu de leur part, c'est parce qu'il y a eu moins de recettes que prévu. Ouais. Parce que la croissance a été pourrie en France, faible, et surtout une croissance sans demande intérieure, parce qu'on a refroidi la consommation, on a refroidi le malade, on a licencié, on a baissé les salaires, etc. Et on a uniquement fait des exportations. Et donc, ça fait moins de base de prélèvement fiscal. Et donc, ça montre ce qui risque de se passer en 2025 qui va être pire, parce qu'on risque d'avoir récession. Donc, comme l'a dit Jean-Marc, récession de latte, elle sous-estime les choses, elle dit 0,6 points de récession, ça peut être 1 point de récession. Ben, si, avec la même dette, on a 1 point de moins, donc le rapport dette sur PIB augmente d'1 point, mais en plus, on a moins de prélèvements, donc le déficit se creuse peut-être d'1 point ou 2, et en plus, les gens souffrent, etc. Donc, vous voyez, c'est des enchaînements terribles. C'est une spirale récessive. Vous voyez? Donc, cette question de la récession qui prend au nez, ils en parlent tous, en fait. Même le patronat, il gueule, mais pour dire donnez-nous plus. Bien sûr. Mais ça montre que ça fait consensus. Donc, vous voyez. Sur Sanofi, je réponds ou à Thierry Doulot ou pas? Hein, je réponds. Bon, d'abord, il y a un premier point. Il ne suffit pas de garder. Bon, ils font des rodomontades en disant on va le garder français, Sanofi. Hein. Enfin, vous avez vu, Sanofi vend une partie chez le Doliprane, hein, parce qu'ils veulent s'en séparer, faire du pognon sur autre chose. Et donc, ils le vendent à un fonds d'investissement américain. Et donc, ils m'ont dit ça part aux États-Unis, inadmissible. Bon. Le Doliprane, on l'avait acheté à Rorer des Américains autrefois, hein, de toute façon, il y a 25 ou 30 ans. Mais bon, c'est vrai que ça pose un problème. Et ça pose un problème pour l'emploi, pour l'approvisionnement. Et donc, le gouvernement dit on va mettre des contraintes pour l'approvisionnement, pour l'emploi, etc. Bon, on verra ce qu'il en sera. On sait toujours qu'ils disent très haut, puis ils se couchent après. Mais surtout, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut toute la suite, premièrement. Donc, l'emploi, la formation et la recherche pour les médicaments après. Parce que ce n'est pas que le Doliprane. C'est tous les médicaments grand public, peu ou non remboursés, sans ordonnance, pardon, pas non remboursés, sans ordonnance. C'est tout ça, cette filiale-là. Et donc, il faut de la recherche aussi. Mais troisièmement, pas que de la recherche. Si on accepte le fonds américain, qu'on dit qu'on produit ici, mais qui pompe toute la richesse, c'est ça le problème. Ils vont pomper avec les dividendes. Ils vont dire, on laisse les usines chez vous, vous faites de l'assemblage, mais vous crevez misère. Voilà, pour faire simple. Donc, on est obligé de mettre des conditions. Alors, nous sommes en réalité pour un pôle public du médicament. Donc, on peut artiller sur deux pieds. Un premier pied qui est, il faut des contraintes très fortes, des conditions aux aides. Et les conditions aux aides, c'est qu'ils développent la valeur ajoutée, l'emploi, etc., et qui ne pompent pas le truc. Mais il faut que la Banque publique d'investissement intervienne pour nationaliser et commencer à créer le pôle public du médicament. Moi, je crois. Hein, bon, alors, je dis ça comme ça. Oui, recentrage sur les médicaments anticancéreux, pas seulement anticancéreux, tout ce qui est immunité, immunologie, etc. Payé super cher. Il y a des médicaments qui se font payer 100 000 balles, hein, par la Sécu. C'est de la folie. Bon, le sujet, ce n'est pas le médicament, on en parlera une autre fois. Mais bon, donc je ne veux pas trop m'avancer parce que je dois appeler les camarades de Sanofi pour discuter avec eux. Quand même, on ne peut pas élaborer, il faut travailler un peu collectivement. Mais voilà à peu près les choses sur Sanofi, mes camarades. Jean-Marc, tu veux peut-être dire des éléments pour conclure? Non, mais
Non, mais simplement c'est William qui parlait des collectivités locales, y compris, ça donne bien une vision par rapport je dirais, aux dépenses sur le PIB. Les collectivités locales, hein, on ne dirait pas, mais entre 1983 et 2023, les dépenses, elles étaient de 57 milliards en 1983, elles sont devenues de 315 milliards en 2023. Vous voyez la progression. Mais en même temps, ça représente malgré tout que 11,2% du PIB en 2023, alors que c'était 10,5 en 1983. Donc, elle ne pèse pas, quasiment pas plus, je dirais, elle ne génère pas plus de dettes ou d'endettement, je dirais, parce qu'elles se sont développées de manière utile pour les gens, en réalité. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'elles ont développé leurs services publics et les services à la population. Hein. Bon, c'est ça. Et donc, ça À la montre. vitesse du développement du pays, c'est ça. Ils ont participé au développement du pays. Donc, c'est intéressant par rapport à cela. Et bon, moi, je pense qu'effectivement, dans la campagne, et engager la campagne sur emploi, soit service public ou industrie, je pense que tout ce qui a été développé ce soir doit nous permettre, je dirais, d'orienter cette campagne de manière offensive, en fait. Et y compris en lançant dans le parti des initiatives politiques de longue durée et sans être, je dirais, trop visionnaire, mais y compris pouvant nous mener jusqu'à l'élection présidentielle dans de bonnes conditions pour notre organisation. Parce que sinon, on va se retrouver dans une position très, très délicate à ce moment-là. Si le parti aujourd'hui ne s'empare pas des idées et d'une bataille sur les idées pour, je dirais, faire sa place à gauche, et y compris pour mener le nouveau Front populaire vers une conception, je dirais, de prise en compte des enjeux de transformation de la société, bah, vous direz, on sera liquidé et c'est la population qui va trinquer à nouveau. Je crois que le camarade qui a soulevé le problème de la paupérisation, moi j'habite à Nanterre, je suis président d'une amicale de locataires et je ressens dans les discours et dans ce qui m'arrive aujourd'hui toutes les difficultés qu'il peut y avoir de ne plus avoir les services publics qu'on pouvait avoir il y a encore quelques temps dans les mairies parce qu'elles ont été ponctionnées dans le secteur, tout du moins pour ce qui concerne Nanterre, avec une gestion social-démocrate qu'on a depuis un certain temps. À Nanterre, on a une gestion maintenant social-démocrate, ce qui fait que la prise en compte des gens dans les HLM de ces places crée une paupérisation qui s'accélère depuis. Ça va faire 10 ans que je suis président de l'amicale des locataires. Je peux dire que ça fait 10 ans que je vois des misères sociales qui s'accélèrent. Et ça, il faut qu'on l'explique du point de vue de l'économie. Pourquoi la mairie n'est plus capable de pouvoir donner aujourd'hui des réponses à ce qu'elle donnait il y a encore 10 ans ou 20 ans à la population. Moi, je crois que les collectivités locales, elles ont un rôle à jouer, mais il faut expliquer le pourquoi des différences et des. Je donne un simple exemple. On avait un petit autocar qui passait tous les jours dans la cité pour pouvoir emmener les personnes, disons, ayant quelques difficultés à marcher, jusque dans les marchés de Nanterre. C'est fini, on l'a supprimé il y a à peu près une dizaine d'années. Eh bien, les personnes, elles sont dans la solitude à l'intérieur d'une cité qui s'est développée dernièrement de plus de 600 personnes. Je crois que sur le fond, il y a bien un problème de gestion, mais qui dépasse très largement la municipalité, Bien sûr. Voilà. Alors que Nanterre, c'est quand même la Défense. Il ne faut quand même pas l'oublier. Hein. On est dans la communauté de la Défense. Ouais. Et donc là, le fric, c'est pas ce qui manque. Hein. Ben, voilà, je voulais faire cette observation par rapport à l'intervention du camarade qui, lui, parlait de sa ruralité où le problème de la paupérisation s'accélère tout autant que dans les cités urbanisées. Il ne faut pas non plus se perdre d'illusions là-dessus. Hein. Bien sûr. Voilà, je voulais simplement intervenir d'une façon factuelle sur ça et le pourquoi je m'inscris dans la formation qu'il pourrait y avoir. On conclut. Voilà, on peut dire que bon, sans argent, sans pub, sans réclame, on doit avoir un je ne sais quoi, puisqu'on a eu plus d'une cinquantaine de participants.
C'est encourageant et on essaiera de faire mieux dans les prochaines séances, la prochaine étant donc prévue le 19 novembre. Merci beaucoup de votre participation active.